Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à vous tous qui nous écoutez sur RTI, bienvenue dans les joies de l'éco-construction présentées par Sasa. Il y a quelques semaines, j'ai eu le plaisir d'accueillir en studio Chloé Ando, une jeune architecte franco-japonaise qui est en train de relier la France au Japon en vélo. Et en chemin, elle s'est beaucoup intéressée à l'architecture vernaculaire, fruit des conditions géographiques et climatiques, des ressources locales, ainsi que des savoir-faire et de l'ingéniosité des habitants. Je l'avais reçue alors qu'elle venait d'arriver à Taïwan au mois de mai dernier. Il y a quelques jours, elle a pris le ferry pour se rendre dans l'archipel d'Okinawa avant de remonter le Japon du sud vers le nord, la dernière étape de ce voyage. Quoique, comme elle nous l'avait dit, ce périple n'est plus vraiment un voyage, c'est devenu pour elle un mode de vie. Avant de quitter Taïwan, elle a donné une conférence à la Maison Goutte, Shuidiwu, à Taichung, un endroit dont je vous ai déjà parlé dans cette émission. Les murs sont en sac de terre recouverts de chaux et le toit est en bambou recouvert d'une plaque d'inox permettant de récolter l'eau de pluie, ce qui est très important pour l'association qui est à l'origine de ce projet puisque cette région est de plus en plus touchée par la sécheresse. Après 2 ans et demi de construction par des volontaires, la Maison Goutte accueille maintenant des cours de design en permaculture, des conférences et des visites d'écoliers. Si vous voulez en savoir plus, un article sur ce lieu, qui ressemble à une oasis de verdure au cœur de la ville très bétonnée qu'est Taichung, paraîtra dans le prochain numéro août-septembre du magazine La Maison écologique, bientôt disponible en France. En tout cas, ça faisait longtemps que les volontaires qui ont construit la Maison Goutte de leurs propres mains ne s'étaient pas revus. Alors Mulan, la présidente de l'association, les a invités à passer un bon moment ensemble, l'occasion de revoir des photos du processus de construction, de discuter autour du déjeuner, de présenter d'éventuels projets de construction en matériaux naturels de certains participants qui ont à leur tour besoin de volontaires, et aussi d'assister à cette conférence de Chloé et lui poser des questions. On retrouve Chloé à la fin de sa conférence, accompagnée par le chant des cigales. J'ai trouvé ça super chouette déjà de pouvoir partager un petit peu tout ce que j'ai pu vivre et expérimenter tout au long de ce voyage à Taïwan, aux Taïwanais. Parce que assez souvent, quand des fois j'ai pu faire des retours, c'était très souvent avec un public francophone ou expatrié. Et du coup là je trouve ça vraiment vraiment chouette de pouvoir finalement redonner un petit bout de ce qu'on m'a donné à travers cette présentation. Et c'était très chouette parce que il y avait pas mal de monde et puis pas mal de réactions en fait. Très souvent des « oh »,« ah ». Donc voilà, je trouvais ça très, très sympa, très joyeux et très, très vivant. C'est aussi une des premières fois où le lieu dans lequel je présente est complètement en adéquation avec le sujet abordé dans la conférence. Donc c'est assez satisfaisant, impressionnant, englobant aussi, on va dire, comme sensation. Lors de sa conférence, Chloé est bien sûr revenue sur les points qu'elle avait abordés au micro de RTI, les raisons de son voyage, pourquoi elle a choisi le vélo et pourquoi elle s'intéresse à l'architecture vernaculaire en donnant des exemples inspirants tels que les tours à vent en Iran, les ponts vivants tressés en racines de banians géants dans la région du Meghalaya en Inde ou encore les maisons communes en bambou au toit de chaume sur les hauts plateaux du Vietnam où elle a pu loger quelques nuits avec les habitants. Elle a constaté qu'il faisait très bon à l'intérieur, mais aussi qu'il y avait le Wi-Fi, car ces maisons ne sont pas des reliques du passé, elles sont bel et bien habitées. Chloé a aussi abordé la question « Que pouvons-nous apprendre de ces savoir-faire sans simplement les reproduire ou les muséifier ?» Comment ces cultures constructives, par leur ingéniosité et leur sensibilité, peuvent-elles inspirer les architectes de demain ? Elle a mentionné quelques exemples dont elle a aussi parlé dans son interview sur RTI, notamment le centre d'artisanat Sathya au Cambodge et un exemple de revitalisation d'un village dans la province du Hunan en Chine, dans lequel les architectes coopéraient sur la longue durée avec les habitants pour la rénovation des bâtiments en pisé.
Bien sûr, Chloé a aussi parlé de Taïwan, de ses rencontres avec des Taïwanais qui œuvrent pour la perpétuation des architectures vernaculaires, que ce soit à travers la documentation, la transmission ou l'adaptation au mode de vie contemporain. Elle a cité l'architecte Li Qianlang, qui était récemment invité à la Cité de l'architecture à Paris. Il dessine depuis des décennies les architectures vernaculaires de Taïwan, que ce soit les grands temples, les maisons ordinaires ou les habitats autochtones, car pour lui, toutes ces dimensions du patrimoine méritent d'être documentées. Une documentation d'autant plus précieuse que certaines constructions qu'il a dessinées n'existent plus aujourd'hui, souligne Chloé. Chloé qui a aussi rencontré à Taïwan de nombreux artisans, architectes et artistes qui travaillent le bambou. Parmi eux, à Taidong, le bâtisseur de la communauté Puyuma, Ahong Mashikad, qui continue de construire des takuban, les maisons des adolescents. Il ne s'agit pas de recréer le passé, mais de permettre aux jeunes de comprendre ce que ces lieux racontent de leur identité, de transmettre des savoir-faire, mais aussi une manière d'habiter le monde, d'être en relation avec le territoire. Cette attention au vivant, Chloé l'a aussi retrouvée chez l'architecte Lin Ya-in, pionnière de l'éco-construction à Taïwan, qui documente les maisons traditionnelles et organise des formations pour transmettre ses savoir-faire. Ce qui a le plus touché Chloé, c'est que pour Lin Ya-in, construire, c'est avant tout prendre soin. Observer le lieu, composer avec les ressources locales, chercher une architecture juste où le bâtiment fait partie du vivant plutôt que de s'en extraire. À Toulio, l'architecte Gan Mingyuan expérimente quant à lui les qualités structurelles du bambou pour inventer de nouvelles formes architecturales et montrer que le bambou n'est pas un matériau du passé, mais bel et bien un matériau d'avenir, peut-être même la voie vers une architecture vernaculaire taïwanaise. Dans le village de Taimali, Chloé a aussi fait la connaissance de l'équipe de l'association d'architecture humanitaire qui promeut une manière de construire collaborative et même en open source, car leurs plans sont en libre accès sur Internet. Parce que ce qui compte à leurs yeux, c'est de retrouver le lien social à travers l'acte de construire ensemble. Enfin, il y a la Maison Goutte, bien sûr, où elle a donné sa conférence, dont les murs ne sont pas uniquement bâtis de terre et de chaux, mais sont aussi le fruit de l'énergie collective de dizaines de bénévoles. Des bénévoles qui, en se réappropriant l'acte de bâtir, ont montré que les chantiers ne sont pas réservés aux professionnels, mais peuvent aussi devenir un lieu de partage et de joie. En conclusion, Chloé a rappelé que les architectures vernaculaires n'étaient pas des modèles à copier, mais des façons de penser qui nous rappellent qu'habiter un territoire, c'est d'abord apprendre à tisser des liens avec les matériaux, les paysages, les bâtisseurs, les habitants et même les générations à venir. Finalement, après plus de 24 000 km parcourus, elle est convaincue que construire durablement, ce n'est pas simplement utiliser des matériaux naturels, c'est surtout un état d'esprit, la volonté de prendre soin et l'envie de créer du lien. En parlant de liens, j'ai demandé à Chloé comment elle avait été reçue à Taïwan, autant par les personnes du domaine de l'architecture vernaculaire et de l'artisanat en bambou que de manière générale. Ah oui, super, franchement. Alors c'est assez différent, on va dire, des autres expériences que j'ai pu avoir parce que c'est-à-dire que je commence à rencontrer un architecte ou un artisan qui me dit mais attends, là il faut que je sais pas, je prévois une après-midi et en fait finalement je reste 2 jours, 3 jours, 4 jours parce que de fil en aiguille ils me font découvrir d'autres choses, ils me font visiter des choses, avec eux ils me font rencontrer d'autres personnes et puis ils me donnent des contacts, de contacts et voilà, de fil en aiguille je sais pas combien, il faudrait que je compte combien de personnes j'ai rencontrées à Taïwan mais des dizaines. Et au début, je connaissais qu'une ou 2 personnes. Et donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très très chouette. Cette collecte organique de connaissances. C'est ce que j'aime à vélo, en fait, de ne pas figer mon temps et les lieux et les personnes, mais au contraire avoir un point de départ et puis ensuite me laisser libre
d'aller de contact en rencontre, en autre endroit. Et du coup, ça laisse la porte ouverte à d'autres opportunités, à des découvertes qui sont aussi assez imprévues. Mais du coup, ces personnes-là que j'ai rencontrées, en fait, pour beaucoup, m'ont ouvert la porte de leur maison. Donc en fait, je suis beaucoup restée dormir, soit dans les ateliers des artisans ou des artistes qui travaillent le bambou que je venais rencontrer, soit dans les maisons directement dans les familles avec les architectes que je venais rencontrer aussi. Donc l'hospitalité, pour moi, elle était très très bonne en fait. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur parce que au-delà de découvrir leur travail en termes d'architecture, je découvre des personnes en fait. Et du coup, découvrir qui elles sont, ça me permet de mieux comprendre leur parcours et leur état d'esprit. Donc de manière générale, très 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 chouette accueil, très chaleureux. Et quand on me demande ce que j'ai préféré de Taïwan, je dis que ce sont les Taïwanais que j'ai préférés. Et tu disais aussi que les Taïwanais étaient très curieux. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est un des rares pays où donc généralement moi je vais rencontrer les architectes, les artisans, les artistes, etc. Et donc très souvent c'est plutôt moi qui pose beaucoup de questions et je m'intéresse beaucoup à leur travail, à leur parcours. Souvent les questions ne sont pas spécialement réciproques, on va dire, on passe déjà beaucoup de temps à parler d'eux. Et l'échange est plutôt dans une direction. Mais ici, à Taïwan, ça m'a énormément surpris d'avoir été du coup invitée à plusieurs reprises à partager mon parcours, mes connaissances, mes expériences aussi pour un public d'architectes en fait. Et pour moi, c'est vraiment une preuve de très grande curiosité, mais surtout d'ouverture à l'autre et d'ouverture à ce qu'on ne connaît pas aussi. Et je trouve que c'est vraiment une force des Taïwanais en fait. Justement, il y a une dame que j'ai rencontrée, une artiste qui m'a dit ça, qui m'a dit que leur force c'était de pouvoir rester, de conserver une certaine tradition tout en ayant un regard très très ouvert et très curieux sur la nouveauté. Et je pense que ça résume vraiment bien ça. Le rapport que j'ai eu avec les Taïwanais, c'est vraiment ça. Une fierté de eux qui sont et des savoir-faire qui continuent à perpétuer ou à faire évoluer ou à transmettre, tout en étant très ouverts et très curieux sur moi, qui je suis et qu'est-ce que je fais, alors que je suis très différente d'eux. Et Taïwan, c'est aussi une île très montagneuse. Alors comment ça s'est passé au niveau vélo? Est-ce que tu as vraiment fait à peu près le tour de l'île? Comment tu as vécu les montagnes de Taïwan dans ton corps? Ouais, alors je les ai bien senties les montagnes de Taïwan dans mon corps. Et d'ailleurs c'est assez drôle parce que quand je dis que je suis passée, je ne savais pas que c'était une institution cet endroit. Mais au début quand je quittais Taipei, je suis passée par ce que j'ai appris plus tard qui était la route la plus haute du pays qui s'appelle le col Wuling. Et voilà, moi je suis passée par là pour passer par là. Puis quand petit à petit je rencontre d'autres Taïwanais et ils me demandent quel est mon parcours et je dis que je suis passée par là, les gens me regardent avec des yeux comme si j'avais gravi l'Everest en fait. Et c'est assez dingue parce que moi je ressemble un peu à rien avec mon vélo et c'est assez facile on va dire de pas vraiment me prendre au sérieux. Et quand je dis l'air de rien que je suis passée par là, tout d'un coup ça calme tout le monde et ça dit ah oui non en fait quand même, elle a gravi notre Everest. Donc c'est assez drôle, mais effectivement en fait c'était assez difficile. Hein. Moi je suis pas une grande sportive non plus dans l'âme, mais c'était beau en fait. Je pense que j'ai rarement vu un pays avec une aussi grande densité de diversité. C'est incroyable quoi, vraiment. C'était fou de se retrouver dans des hautes montagnes et puis de redescendre et puis d'aller sur la côte est, voilà, absolument des paysages vraiment fabuleux. Et du coup, je pense que, en fait, j'avais déjà entendu ça, que les gens disent souvent que Taïwan c'est un peu le paradis des voyageurs à vélo, parce que les routes sont d'une qualité absolument incroyable par rapport à d'autres pays, plus une extrême diversité de paysages vraiment fabuleux. Donc oui, j'ai bien senti dans mon corps. En plus, il faisait chaud et humide. Et en plus du relief escarpé, Chloé était aussi à Taïwan pendant la période des typhons, ce qui l'a fait réfléchir à la manière dont les conditions climatiques et les reliefs façonnent l'état d'esprit des habitants et leur manière de construire. En tout cas, elle avait encore de nombreuses personnes à rencontrer dans le domaine de l'architecture vernaculaire, alors elle aura peut-être l'occasion de revenir à Taïwan.
Après tout ce qu'elle a vécu ici, c'est avec beaucoup d'émotion qu'elle a quitté le pays, dont elle a beaucoup apprécié la générosité, l'ouverture d'esprit et la joie des habitants. Et Chloé a confié qu'elle avait laissé un petit bout d'elle-même à Taïwan. C'est aussi avec beaucoup d'émotion qu'elle est ensuite arrivée au Japon récemment pour poursuivre son périple. Il y a une rencontre qui a beaucoup marqué Chloé à Taïwan et dont nous n'avons pas encore parlé, c'est celle avec Ayao qui a présenté à Chloé les grandes lignes du contenu de son mémoire de master en architecture. C'est de cela que nous parlerons la semaine prochaine. Ayao, vous en souvenez peut-être, a supervisé la conception de la maison Goutte et vous l'avez déjà entendu dans cette émission car il a une grande expérience en éco-construction. Je vous donne donc rendez-vous mercredi prochain pour explorer avec lui le sens de la construction en matériaux naturels et de manière collective dans le monde d'aujourd'hui du point de vue des participants. C'était le sujet passionnant de son mémoire et ce sera celui de l'épisode de la semaine prochaine. À bientôt!